messieurs, je voudrais dire vraiment la joie que j'éprouve d'avoir été choisi par la direction générale du Conseil camerounais des chargeurs pour introduire les délibérations qui vont avoir lieu au cours donc, de ces assises. Je voudrais donc expliquer vraiment ma reconnaissance au Conseil camerounais des chargeurs. Notre thème, c'est le repositionnement des conseils des chargeurs africains face aux défis du XXIe siècle. C'est le thème central de nos réflexions. Je voudrais en introduction rappeler une pensée exprimée par le ministre de la Marine de Côte d'Ivoire en son temps, le ministre de la Marine africaine, qui a eu à dire « Nous achetons au loin ce que nous consommons et nous vendons au loin ce que nous produisons ». Sur la base de cette déclaration, eh bien, le ministre a eu en son temps à indiquer à quel point il était essentiel pour les pays africains que nous sommes eh bien, d'avoir une bonne maîtrise de l'acheminement de nos produits, notamment tout ce qui concourt à la fois aux procédures, au coût de transport, de sorte que eh bien, nous soyons compétitifs sur le marché et que les produits importés soient sur le marché intérieur dans des proportions tout à fait convenables en termes de prix sur le marché. Cela requiert naturellement une stratégie cohérente et intégrée en ce qui concerne la maîtrise de ses coûts et les conditions d'acheminement de marchandises. Et seulement ces stratégies doivent naturellement être ajustées dans le temps. Pourquoi doivent-elles être ajustées dans le temps? Il va de soi que nous sommes dans un secteur qui est extrêmement dynamique, et parce qu'il est dynamique, il est évolutif, et donc essentiel que nous puissions ajuster la dite stratégie. Je crois que cela nous situe immédiatement au cœur même des réflexions qui sont les nôtres aujourd'hui, puisqu'il s'agit de repositionnement des conseils des chargeurs face aux défis du XXIe siècle. On va demander donc au Burkina de faire sa communication comme ça, conformément au programme, on pourra faire les échanges après. Donc, étant moi-même président des journées, je ne peux pas faire de communication. Je crois que Mme Traoré Élise, qui est une collaboratrice avec moi, nous travaillons pratiquement tout le temps ensemble. Je crois qu'elle est vraiment bien placée pour faire cette communication. Je crois que tout à l'heure, M. Bigot a déjà rappelé l'importance des transports dans l'économie des pays de la sous-région, ainsi que la nécessité pour ces pays de maîtriser les coûts relatifs au transport des marchandises. Je dirais que cette nécessité est encore plus impérieuse lorsqu'il s'agit des pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, je disais que les pays sans littoral sont encore plus interpellés lorsqu'il s'agit de la maîtrise des coûts de transport des marchandises, parce que comme vous le savez, ce sont des pays qui sont soumis à des contraintes supplémentaires par rapport aux pays qui ont un littoral. Et donc, leurs échanges sont caractérisés par les éléments suivants. D'abord, des coûts très élevés par rapport aux autres pays, au reste du monde, des délais d'acheminement qui sont longs et parfois aléatoires, et toutes choses qui font que lors du repositionnement des conseils des chargeurs, il a été nécessaire de s'intéresser particulièrement au développement du transport et de la logistique le long des corridors au profit de ces pays sans littoral. Mais je voudrais vous donner quelques éléments d'études, des résultats d'études qui situent donc les problèmes que subissent ces pays lors de l'acheminement de leurs marchandises. Je vais saluer, n'est-ce pas, la qualité de l'auditoire
et dire sincèrement merci aux prédécesseurs qui ont déjà parlé de ce que nous faisons. Et je vais également profiter de la qualité de l'auditoire pour dire très merci au CBC qui a tant s'intéressé à ce que nous faisons et l'initiative, n'est-ce pas, qui a valu notre présence à ces 6e journées à Libreville. À présent, nous allons nous atteler à faire 3 minutes de présentation littéraire sur la nature juridique du projet et aussi la faisabilité. Il s'agit d'une société, n'est-ce pas, de sécurisation et d'intelligence des transports par la géolocalisation au Burkina Faso et dans l'espace UOMOA. Je vais dire qu'il va au-delà de l'espace UOMOA parce que c'est un produit qui est mondial. C'est une société de droit privé burkinabé au capital de 100 millions entièrement libéré, inscrit sur les registres des instances juridiques du Burkina Faso. Notre mission, c'est offrir des solutions technologiques pour la sécurisation des biens et des personnes par le GPS, gérer au mieux faire la maintenance des flottes de véhicules, distribuer d'équipements techniques de géolocalisation. Un autre volet non moins important est la promotion d'emploi et aussi notre façon de promouvoir le développement en faveur, n'est-ce pas, de l'espace sous-régional. Nous avons la possibilité de présenter les rapports de ces véhicules au quotidien, périodiques, comparatifs, ponctuels, week-end, parce que nous pouvons paramétrer de sorte à dire aux véhicules qu'ils ne doivent pas quitter le territoire gabonais. Si entre-temps le véhicule quitte le territoire gabonais, vous recevez un email sur votre appareil ou un SMS pour dire, ben voilà, le véhicule qui était configuré pour tel pays est en train de traverser, où on peut le circoncis pour la zone de Libreville. Donc, conformément au ma soeur, en tout cas, merci ma soeur. Bon, c'était pas évident, mais je pense que ça surtout mon frère a dit parole. Vraiment, vous avez suivi, Non, donc c'était bien parce que nous, on ne peut pas savoir. Avant de lui donner la parole, je voulais juste rappeler que le professeur Ibrahima Ali Diallo est professeur à la faculté de droit de Dakar. Il a eu une trentaine d'années d'enseignement universitaire, dont 3 à la faculté de droit de Niamey. Les juristes ont beaucoup de choses à dire par rapport aux autres positionnements des conseils des chargeurs. En tant que juriste, je dirais seulement que sur le positionnement, je fais ça comme étant comment définir la place du juriste dans le conseil. Quel est le rôle du juriste dans le conseil? De mon point de vue, ce n'est pas un plaidoyer pro bono que je fais, je ne suis pas en cadre des conseils. J'estime que jusqu'à présent, les juristes n'ont pas encore eu la place qu'ils méritent dans les conseils. Nous avons d'excellents juristes, mais souvent qui sont employés à des tâches qui ne sont pas nécessairement celles pour lesquelles ils ont été formés dans les universités. Nous avons de très bons juristes, c'est sûr. Et très souvent, je dis, beaucoup d'entreprises ont mis la clé sur le paillasson parce que très souvent, ils n'ont pas mis en avant l'aspect juridique, la sécurité de l'entreprise. C'est juridique, je veux dire. On met souvent en avant la rentabilité. On va négocier en Chine des conteneurs, combien ça va coûter, combien je paye le transport, arriver combien je vais gagner, c'est une bonne affaire. Mais on ne sécurise pas l'affaire. C'est bon de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent, mais c'est encore mieux de sécuriser ce qu'on va gagner. Sécurité juridique, en minimisant les contentieux. Ou alors, en les réduisant, en tout cas, au niveau zéro. Maintenant,
protéger le chargeur du point de vue juridique, c'est quoi? 3 choses très très simples de mon point de vue. Je pense que ce n'est pas une séance où il faut aller dans le fond des choses du point de vue juridique, ce n'est pas l'occasion, il faudrait plutôt parler de politique maritime. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas au fond des choses, on va pas parler, comme disent les juristes, des normes elles-mêmes, des règles substantielles. On dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est sa place pour sécuriser l'entreprise maritime qui fait le trafic maritime? D'abord, mon point de vue, c'est qu'il faut assurer la sécurité juridique des transactions commerciales. Il faudrait que l'opérateur sache comment faire ces transactions en toute sécurité, je veux dire, du point de vue juridique. Il faut qu'il connaisse les implications de ses choix du point de vue juridique, quelles peuvent être les conséquences juridiques. Deuxièmement, bien sûr, il faudrait qu'il transporte sa cargaison à moindre coût. Mais aussi, évidemment, il faudrait qu'il élimine les contentieux ou alors qu'il les réduise le maximum possible ou en tout cas qu'il puisse les maîtriser. Il ne faudrait pas que son affaire l'amène dans un contexte où il va lui conduire à péricliter son affaire. Il faudrait qu'il maîtrise la chose. Ça c'est possible. Avec de bons conseils, évidemment, c'est possible. Évidemment, il n'y a pas de contentieux zéro possible. Comme il n'y a pas de sécurité zéro en matière de politique de sécurité routière, mais on peut tendre vers là-bas. On peut rassurer, en tout cas, faire en sorte que ça se passe de la meilleure manière possible. Pour cela, évidemment, le chargeur a besoin d'être formé, on y reviendra tout à l'heure, il a besoin d'être conseillé pour le restant du terrain. C'est pourquoi hier, quand mon ami Alapini parlait d'institut, chargé des comptes en institut, il faut nuancer les conseils, il ne faut pas, à moins qu'il ne se fasse à la théorie, reste des conseils. Qui reste des conseils, il faudrait qu'ils apportent en plus au chargeur, il faudrait qu'ils l'accompagnent, il faudrait qu'ils l'assistent. Maintenant, ils doivent l'assister de bout en bout. Et le président a dit hier une formule que j'ai bien retenue et que je marche depuis très longtemps. Il faudrait que les chargeurs se reconnaissent dans les conseils. Il faudrait que les chargeurs s'approprient les conseils. Il est bizarre qu'un chargeur demande la suppression d'un conseil. Cela veut dire qu'il y a un problème de communication. Cela veut dire que les conseils eux-mêmes doivent revoir leur politique. J'ai dit, le repositionnement se fera certainement avec la jeune génération. Parce qu'on a une génération qui est en train de partir. Les Serinkani, les Agroun, les Madame Traoré sont sur le départ. La jeune génération, non, je dis ça parce que c'est les Nguénés, c'est les... Oui, c'est les jeunes, c'est eux qui vont faire le repositionnement. Le repositionnement va être défini par ceux qui sont là aujourd'hui. Mais c'est eux qui vont le mettre en œuvre. C'est dans 5 ans, c'est dans des années à venir. C'est ça qui est important. Et nous avons, je crois, dans les conseils des ressources assez importantes, il faudrait qu'elles soient suffisamment valorisées. Et je crois que c'est important. Ce n'est pas un plaidoyer pour le mot, je ne travaille pas dans les conseils, mais je dis qu'il faudrait que les ressources des conseils du juridique soient utilisées à bon escient. Pour, comme l'a dit hier le président Traoré, que les chargeurs se reconnaissent dans les conseils. Que ce ne soit pas eux qui militent la suppression du conseil. Quand on nous dit que c'est temps devant le BC, il faut qu'ils sachent que le BC est fait pour eux. Il faut qu'ils sachent que ça, c'est dans l'intérêt de la carrière. Il ne faudrait pas que, parce que si on dit la charte latino-africaine, on parle des documents, même dans l'UEMOA, on parle des chargeurs, mais toujours on met en avant la carrière. Intérêt carrière. Et donc, de ce point de vue, effectivement, il faudrait que ces intérêts-là soient sauvegardés. Et donc, bien sûr, premièrement, implication effective dans toutes les réformes. On en a parlé tout à l'heure. Il faudrait que les conseils s'impliquent dans toutes les réformes qui, directement ou indirectement, peuvent influer sur la cargaison à l'import ou à l'export. Il faudrait également, on en a parlé, hier on en a parlé, de lobbying, encore de lobbying, toujours de lobbying dans le conseil. Le droit, je veux dire, tout le droit, travail, c'est sûr, mais surtout, là c'est évident, mais c'est surtout droit du commerce international, droit maritime, le droit bancaire, parce qu'il s'occupe de banque également, le trafic
nécessairement bancaire, donc des privatistes bien formés, et je crois nous en avons dans les conseils, et qui peuvent vraiment remplir ces rôles de façon très satisfaisante pour en tout cas à ce que les chargeurs puissent trouver solution à le problème et qu'ils puissent s'identifier au conseil à l'avenir. Je vous remercie. La suite, c'est maintenant le sous-thème 3, c'est les observatoires nationaux du transport. Alors, l'intervenant, c'est M. Ibrahim Okanga Souna. Pour vous présenter le sous-thème 3, les observatoires de transport. Alors, lorsqu'on m'a demandé de présenter ce thème, je me suis rappelé qu'un jour j'avais eu une discussion avec monsieur Cyril Thiam Diop à Paris, qui m'avait remis un document sur la politique en Afrique centrale et ouest, concernant donc les transports maritimes. Alors, je me suis dit que c'est une occasion pour moi de revisiter un peu ces enseignements. Alors, donc, ce travail que je vais vous présenter sera donc intitulé par l'introduction, le contexte. Nous allons voir c'est quoi les observatoires, le bilan après 15 ans de la mise en place de ces observatoires, puisque lors de l'Assemblée générale à Libreville, ici en 1997, il a été effectivement demandé à ce que nous, les conseils des chargés ou les États, puissent mettre en place ces observatoires. Et ensuite, nous allons essayer de voir, mettre en place ou proposer quelques perspectives ou recommandations que nous pourrions éventuellement prendre. Et enfin, donc, je terminerai par une conclusion. Alors, vous savez très bien que toutes les politiques ou programmes qui ont été demandés à ce que les États africains puissent mettre en place découlent, grosso modo, de ce que nous appelons donc les programmes d'ajustement structurel qui conditionnaient donc des prêts aux pays africains dans le règlement donc de leurs différentes dettes. Également, qui conditionnaient ces prêts par donc, la libéralisation donc, de leurs économies. Donc en fait, on imposait une théorie libérale qui considérait que pour atteindre des performances dans un secteur, il fallait donc libéraliser, il fallait que les biens et les services puissent jouer d'une concurrence, pourquoi pas dire, parfaite. Et c'est pour cela, le programme de transport dans le cadre de SSATP donc, fait partie effectivement de cette composante donc, du programme d'ajustement structurel. Et dans ce programme, on a pu constater que les conséquences issues donc, de ces programmes, vous les connaissez, ça aboutit donc à la dévaluation du franc CFA, la libéralisation donc, du secteur maritime, l'abandon effectivement de la répartition de cargaison qui conférait donc aux États africains 40% donc, du transport donc, de leur cargaison à partir de leurs armements, les 40% transportés par les autres armements des lignes donc, régulières et les 20% par les armes matières. Bien sûr, donc, cette libéralisation a effectivement amené donc, la disparition donc, de nos armements parce que la concurrence se faisant rude, nous pouvons faire face aux mastodontes donc, des armements européens et par rapport aux conditionnalités qui nous ont été imposées,
il était évident que ces amendements ne puissent survivre. On va reprendre nos interventions. Je vais reprendre la parole si vous le voulez bien. Laisse notre avis, il va continuer. En fait, il y a également la sécurité des recettes étatiques. Parce qu'il est parfois perçu que la facilitation peut conduire à une distraction des recettes étatiques. Alors, le défi majeur dans ce contexte consiste donc à mener une bonne collaboration entre les organismes en charge de la facilitation et les organismes en charge de la sécurité. Au sein des États, on a souvent, sur le cas du Cameroun, on le verra tout à l'heure, des comités de facilitation, parallèlement des comités de sécurité et de sûreté. Et il doit y avoir un dialogue entre ces organismes. Pour que le résultat escompté qui est là soit atteint, c'est-à-dire faire de la facilitation un vecteur de la sécurité et de la sûreté des transactions. Bien. Donc, voilà un peu très rapidement tracer la démarche théorique de la facilitation. Alors, comment les conseils des chargeurs peuvent-ils s'intégrer dans cette démarche? Pourquoi attribuer cette mission au conseil des chargeurs? Je dirais dans un premier temps que la facilitation est en quelque sorte un rôle naturel des conseils des chargeurs. Pour au moins deux raisons. La première raison est relative à la position centrale des chargeurs pour lesquels nous travaillons dans le commerce international. C'est essentiellement les chargeurs qui ont besoin de la facilitation. Donc on a un rôle majeur dans cette démarche pour mieux protéger les intérêts de nos chargeurs. La deuxième raison repose sur la position des conseils des chargeurs au sein de la structure étatique. La démarche de facilitation exige que la facilitation soit animée par une institution neutre dans les interventions, une institution transversale dans les interventions. Et de nos jours, cette position de neutralité, le caractère transversal des actions des missions des conseils des chargeurs sont indiscutables. Nous avons au sein des États des institutions qui s'occupent des domaines bien précis, au privé comme dans le public, mais les conseils des chargeurs sont des institutions qui s'occupent, des rares institutions qui s'occupent réellement, qui s'occupent essentiellement de tout le monde dans la chaîne, des intérêts de tout le monde dans la chaîne, aussi bien des intérêts du secteur public que des intérêts du secteur privé, et vise à protéger ses intérêts dans le commerce de bout à bout. Voilà un peu la philosophie de la facilitation qui vise à saisir tous ces aspects, à saisir les intérêts à la fois du public, du privé et puis les intérêts de bout à bout. Dans cette position que destinent les conseils des chargeurs à la réalisation de la démarche de facilitation. Je voudrais aussi signaler que la facilitation, comme on l'a dit, comme on l'a relevé, est une activité des conseils des chargeurs et cela est de plus en plus juridiquement consacré. Cela est consacré par la Charte africaine des transports maritimes qui, en son article 9, il y a 2, précise bien que, je cite, les conseils des chargeurs sont chargés de défendre et de protéger les intérêts des chargeurs en se focalisant sur la facilitation, la simplification des procédures de transport. Dans la zone CEMAC, on l'a dit, le code CEMAC consacre également cette mission des conseils des chargeurs. À l'article 465, il est énoncé que, au fin d'accélérer les formalités de dédouanement des cargaisons en provenance et à destination des États membres de la CEMAC, il est institué un document électronique
En vertu du décret de 98 portant réorganisation du CNCC, ces missions ont connu une grande mutation. Déjà, il y a eu une extension des missions du CNCC sur toute la chaîne du commerce international. Donc, le CNCC ne s'occupe plus que du secteur maritime. Et l'article 3 de ce décret précise très bien que le CNCC assure l'assistance et la défense des intérêts des chargeurs sur toute la chaîne de transport. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'aérien, qu'en faisons-nous? Et aussi, faut-il que les textes qui définissent nos missions étendent nos activités à l'aérien, et le CNCC, de nos jours, est fondé à le faire. Alors, le texte de 93 attribue aussi de manière claire la mission de facilitation au CNCC, en précisant que le CNCC est chargé d'assister les chargeurs et d'œuvrer à la facilitation et à la simplification des procédures en transport et commerce international. Alors, pour assurer ces missions, plusieurs actions sont menées, dont l'action phare de nos jours est la formation. C'est un volet de nos activités, c'est le volet que jusque-là nous avons le plus maîtrisé. Nous faisons des formations. Excusez-moi, mon ordinateur risque de s'arrêter. La formation